Bonjour à tous, bienvenue sur notre site. Aujourd'hui je vous propose une balade dans les vallées du Lot, du département du Lot, à la découverte de ce que l'on appelle ici les châteaux des Anglais. Alors, les châteaux des Anglais, je vais tout de suite vous en faire voir un. C'est très particulier, il s'agit de construction de falaises, d'habitats de falaises, des habitats fortifiés que vous découvrez ici, sous ce promontoire rocheux, au-dessus du village de Laroque-des-Arcs. Alors le village de Laroque-des-Arcs, c'est pas à cause des arcs et des flèches, c'est simplement parce que à l'époque gallo-romaine, au-dessus du Lot se trouvait un aqueduc qui permettait d'alimenter Cahors en eau pure venant d'une fontaine qui s'appelait la fontaine de la Polémie. Mais revenons à nos châteaux des Anglais. Évidemment, ça fait penser immédiatement à la guerre de 100 ans, aux routiers, aux mercenaires, aux grandes compagnies qu'on aurait assimilées aux envahisseurs anglais. Aujourd'hui, on est quasiment convaincu qu'il s'agit d'une appellation relativement moderne et populaire, quoiqu'il existe un terme précis, beaucoup plus ancien, qui est celui de rocca. Et une rocca, c'est bien une fortification rupestre, une fortification placée dans un endroit difficile d'accès. Et c'est le cas ici, puisqu'on a devant nous donc la rocca des Arcs, qui est dans un décor magnifique, placée sous ce surplomb rocheux. Au-dessus se trouve la petite chapelle de Saint-Roch. Alors celle-ci date du 19e siècle, mais elle a remplacé un premier oratoire certainement beaucoup plus ancien. Et on voit bien la position dominante de ce fortin de falaise qui pouvait servir donc de refuge et également de point d'observation pour surveiller, pour contrôler toute la vallée. Il y avait d'ailleurs un château établi sur les rochers qui se trouvent sur ma gauche, dont on voit encore une tour carrée qui émerge, la tour du péage, bien qu'on ne soit pas du tout sûr qu'elle ait jamais servi à abriter une garnison qui aurait taxé les voyageurs. Alors, on vient de faire quelques kilomètres le long de la vallée du Lot, donc on la remonte, on est en amont, et notre deuxième château des Anglais, il se trouve près du village de Vers, et il se trouve surtout juste au-dessus de nous, en avant. Bien, voilà ce qu'on peut d'habitude trouver à l'intérieur d'un château des Anglais, c'est-à-dire très souvent une cavité naturelle qui a pu être vaguement réaménagée, retaillée. Et puis alors devant le porche de cette petite grotte qui est fermée par un mur défensif, un mur aussi qui a pu être rebâti à une époque plus récente et qui a pu servir de pigeonnier ou autre chose. Et puis alors, on voit quand même qu'il y avait plusieurs niveaux originellement, puisqu'on voit une sorte de ressaut dans le mur. Alors évidemment, il faudra oublier tous les dessins, les détritus qui ont été laissés par les importuns. On voit qu'il y avait diverses niches, et donc un ou deux étages. On voit bien des niches de poutres le long de la paroi. Alors, en haut de ce mur, on peut voir que cet abri a certainement été occupé jusqu'à une époque récente, peut-être le XVIe, XVIIe siècle. Tout ça parce qu'il y a encore en place de solides poutres qui n'ont pas l'air en très très mauvais état, qui soutiennent
un poids énorme. Et puis alors, on voit aussi qu'il y a un système de défense relativement élaboré, puisque une fois qu'on avait pénétré par une première porte, eh bien, au lieu de se trouver directement à l'intérieur des défenses, on se trouvait pris dans une sorte de sas, et de l'emplacement où je me trouve maintenant, il était facile de contrôler, amis ou ennemis, qui était arrivé jusque-là. Notre troisième découverte, c'est à partir d'ici qu'on va la faire sur le pont sur le Lot, le pont qui va jusqu'au village de Bouziès. La partie qui se trouve devant moi, c'est le défilé des Anglais, et vous apercevez le troisième château des Anglais. Cette fois-ci, il vient fermer une sorte de diaclase, de fissure dans le rocher. En fait, le château était très important puisqu'il se continuait jusque sur ma droite. On aperçoit d'ailleurs des restes de maçonnerie et surtout divers niveaux de niches de poutres. Il y avait donc là des constructions très importantes. Oubliez aussi la route qui a été installée dans le rocher depuis. Et vous avez là une roca qui était pratiquement imprenable. Alors pour notre quatrième découverte, eh bien, on a quitté la vallée du Lot et on se trouve maintenant dans la magnifique vallée du Célé. C'est un affluent du Lot, tout près du village de Cabreret, où il y a deux châteaux. Celui qui nous intéresse, eh bien, il est derrière moi, c'est le château du diable, tout un programme. On l'appelle aussi le château des Anglais, et c'est certainement la construction la plus complexe parmi tous les châteaux des Anglais. D'abord, il était assez grand, puisque on voit encore au milieu une partie encore bâtie, mais on se rend compte que les constructions couraient le long de la falaise jusqu'à ma hauteur, et puis aussi de l'autre côté de la tour centrale, on voit qu'il y avait des constructions. Alors là, on connaît un petit peu plus l'histoire, même si elle est certainement légendaire, puisqu'on raconte que le château a appartenu au duc Veffre d'Aquitaine au 8e siècle. Duc d'ailleurs qui va être assassiné en 768 en Dordogne par les hommes de Pépin le Bref. Et puis aussi pendant la guerre de 100 ans, le château a été pris, repris, abandonné, réoccupé, notamment par une bande qui était commandée par un certain Lagarini, une bande anglaise, paraît-il. En tout cas, après la guerre de 100 ans, eh bien, le château était devenu inconfortable et les seigneurs légitimes de Cabreret ont préféré construire le second château de Cabreret qui se trouve en aval et qui était certainement beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus confortable. Et là on est en route après une côte assez difficile pour notre 5e château des Anglais que peut-être vous apercevez tout à fait à l'extrémité de la falaise. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et la première surprise, c'est ce beau mur de défense. Regarde cette belle archère. En passant, tu verras les systèmes de fermeture. Donc un logement pour une poutre qui pouvait coulisser. Cette fortification, en fait, elle est très fonctionnelle puisque le mur qui était un petit peu plus haut s'appuyait sur la pique de la falaise. Et puis il suffit de regarder de l'autre côté. Puis on a pratiquement le même à pic, donc impossible de passer d'un côté ou de l'autre. Alors chose intéressante, c'est que le long de la partie fortifiée, abritée de la falaise, on trouve quelques points d'eau, aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on pouvait compter dessus en cas de siège, et éventuellement fournir de l'eau à quelques animaux. Donc nous voilà au pied de notre 5e château des Anglais. Maintenant, on préférera dire la 5e roca,
qui se trouve tout près en fait du village de Bringues, en amont du château du Diable qu'on a vu précédemment, donc le long de la rivière Célé toujours. Ce château des Anglais, il est en très très bon état, puisque d'abord on se rend compte que les constructeurs l'ont édifié dans une partie de la falaise où le rocher paraît beaucoup plus homogène, beaucoup moins fracturé, et puis surtout il est protégé, le château, par ce surplomb, protégé des intempéries, et ensuite on voit que bien la maçonnerie est de très bonne qualité. Alors l'âge donné d'habitude pour ce bâtiment, c'est le XIIe siècle, donc un bâtiment roman. On dit ça à cause des 3 ouvertures qui sont en arc plein cintre, ce qui est typique de cette époque. Sous les ouvertures, on aperçoit une fente de jour plutôt qu'une archère. Et puis il y a aussi, alors plus prosaïquement, au niveau du rocher, une ouverture un peu plus large qui doit correspondre à l'évacuation des eaux usées, enfin l'évacuation des latrines. Alors cette forteresse, plutôt ce fortin, eh bien il a appartenu à la famille, la puissante famille lotoise des Cardaillac, et eh bien on peut considérer que en même temps que c'était un refuge, ça pouvait être aussi un signe de leur domination, en même temps, comme vous vous en rendez compte, en même temps qu'un excellent point d'observation. Avant de partir, il faut aussi signaler que de ce côté du chemin, à la fin de la falaise, on ne trouve pas de mur fortifié comme on l'a vu de l'autre côté. Alors soit il a été détruit, soit c'est le fort lui-même qui servait à bloquer un éventuel passage d'un ennemi quelconque. Autre chose, même si ça s'appelle le château des Anglais, il n'est pas du tout sûr que jamais un Anglais ait mis le pied dans cet endroit. On sait aussi qu'il n'y a pas eu d'attaque, qu'il n'a pas été détruit. On n'a pas mention d'une occupation par des routiers ou des mercenaires, mais on sait que à la Renaissance, pendant les guerres de religion, il a servi de prison. Et pour cette dernière découverte, je suis avec Cécile, qui nous a rejoints dans cet endroit extraordinaire, puisqu'on se trouve alors maintenant dans le nord du département du Lot. Au fond, on aperçoit une vallée qui est celle de la Bave, c'est un affluent de la Dordogne. Et là, on se trouve au bord de la reculée d'Autoire, une sorte de tranchée naturelle qui s'enfonce dans le calcaire du Causse de Gramat. On se trouve d'ailleurs sur le bord. Au fond, on aperçoit ce magnifique rocher avec ce surplomb, avec de bons yeux. On peut même discerner d'ici un premier mur. C'est ce qui reste du château des Anglais, qu'on appelle aussi la Roque d'Autoire, et que nous allons maintenant visiter. Allez. Waouh, c'est super. Mais du coup, vu où c'est situé, tout ça, est-ce qu'on a, tout ce qui est archives, documentation historique, on a quelque chose là-dessus ? Il y en a un petit peu, oui, d'une façon assez surprenante, parce que c'est pas vraiment un endroit très accessible, comme on a pu remarquer. Mais bon, on pense que les premières constructions datent du XIIe siècle. Bon, puis ça a été un petit peu agrandi. On sait aussi qu'il y avait un village tout autour, en étage, qui a complètement disparu. Ce qui fait qu'en somme, on aurait devant nous une sorte de donjon, quoi. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de constructions qui ont disparu. On voit d'ailleurs ici l'emplacement d'une sorte de base d'une tour. Mm-hmm. Alors en matière de documents, d'histoire, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraisemblablement les seigneurs de Castelnau qui ont fait construire cette forteresse. On sait aussi qu'en 1286, bien le château est anglais, il fait partie des possessions du roi d'Angleterre, qui lui ont été données après le traité de Paris en 1259. Et puis aussi pendant la guerre de Cent Ans, on connaît
le nom d'un capitaine qui s'appelle Bertrand de La Salle et qui est pour le parti des Anglais. Alors, pour une fois, ça pourrait indiquer que le château des Anglais, c'est pas un nom usurpé dans ce cas-là. C'est probable. En tout cas, il y a eu des Anglais qui sont venus ici. Puis pendant la guerre de 100 ans, alors ça a appartenu aussi, ça a été occupé par les protestants. On connaît aussi le nom d'un autre capitaine huguenot qui s'appelait, je crois, Vinsou, et qui en 1588 finalement va rendre le château aux autorités de la ville de Saint-Céré qui se trouve à proximité. Puis alors après, bon, je crois que pendant ce qu'on appelle la Fronde, il y a eu quelques modifications qui ont été apportées par les vicomtes de Turenne. Et ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe d'habitude avec tous les endroits très reculés qui sont abandonnés. Il va servir de carrière de pierre et lentement, il va se transformer en ruine. Moi, la première fois que je suis venu ici, j'étais très très jeune et le château était véritablement sur le point de s'écrouler. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, toute une section du mur qui s'est écroulée. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a décidé de la restauration. Une restauration qui a été magnifiquement faite par les autorités locales, ce qui fait que maintenant le château est accessible au public avec précaution. Hein. Alors on va s'avancer un petit peu. Wow, c'est vraiment beau. Hein. Oh, mais c'est tout petit en fait. Et oui, c'est minuscule. Et c'est vrai que de dehors, on s'attend à trouver une espèce d'abri, quelque chose une sorte d'entrée de grotte. Et en fait, non, c'est simplement le mur qui est collé quasiment. C'est dingue. Et qui devait monter jusqu'au sommet. Et on voit bien que ce qu'ils ont cherché à faire, c'est à profiter du surplomb qui se trouve au-dessus de nous. Hein. Les surplombs dans cette région, dans ce type de calcaire, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui les a obligés à se coller au maximum contre la paroi. Mais si tu veux, on compare avec, je sais pas, une tour carrée ou ronde normale, finalement, si on ajoute plusieurs étages, il y avait des différents niveaux, on obtient à peu près la même superficie habitable. Tu vois aussi que ça, à l'origine, c'était l'entrée du fort, et on voit que toute cette partie, cette espèce de tour a été rajoutée, où il y avait un escalier en spirale pour gagner les étages supérieurs. Tu vas voir, il y avait aussi quelques aménagements de confort. Regarde, il pleut, hein, et on est ici, on est bien abrité. On a une vue merveilleuse sur la vallée. Et je parlais de confort. Bien, ça se voit ici. C'est en mauvais état, mais on voit bien que c'est l'emplacement d'une cheminée. Oui. Tu vois, ici, là où il y avait les montants, certainement le linteau à peu près à cette hauteur, et puis le conduit. Donc quelque chose de, pour l'époque, sans doute de relativement confortable. Alors, où est-ce qu'on voit les traces d'étages ? Là, par exemple, il y a encore des marques, des trous de poutre. Donc, tu vois, 1, 2, probablement 3 ou 4 étages. Et il existe, autant que je me souvienne, tout à fait au-dessus, un abri où on pouvait donc accéder par le haut de ce petit château. Et tu vois que c'est minuscule puisque c'est déjà la fin. Voilà. Et du coup, concrètement, ça sert à quoi ici ? Ça a le rôle d'un donjon. Hein. C'est ça la Rocca. Hein. C'est une habitation vraisemblablement noble de défense. L'aspect défensif est assez clair ici. Hein. Et tu vois encore qu'il est impossible de lancer une attaque ou de lancer quelque chose depuis le sommet de la falaise, puisque ici on est bien protégé sous le surplomb. Bon, bien avant de quitter la région, on va descendre dans la vallée et on va aller voir quelques autres petites merveilles. Allez. Maintenant qu'on est dans cette vallée, je voulais absolument te montrer cette petite chapelle qui est ravissante. Au pied du château. Au pied du château.
puisqu'on aperçoit juste là-bas en face de nous. Ah ouais, c'est dingue ça, c'est la première fois que je vois une grille comme ça. Mais oui, ça permettait, si tu veux, de venir prier ou de profiter de l'intérieur de l'église sans l'ouvrir, sans l'endommager. Et c'est ici donc que les bergers des environs venaient faire bénir leur troupeau. D'accord. Allez, je t'amène à la cascade maintenant. Allez. Donc voilà notre cascade qui marque la fin de cette reculée d'Autoire. Ce petit ruisseau qui parfois est à sec et parfois est beaucoup plus abondant. Là, on a la chance de le voir en activité. Alors avant de partir, on va quand même faire un petit tour dans ce village d'Autoire qui est un des plus beaux de France à mon avis, avec une architecture, on pourrait dire fin du Moyen-Âge ou Renaissance. Et tout de suite à ma gauche, tu vas découvrir celle que je préfère avec cette incroyable petite tourelle. Et il y en a d'autres un peu plus loin. Mais les gens découvriront ça par eux-mêmes.